Mesdames, Messieurs, chers abonnés, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir avec mon ami Tino du podcast de la Bourse, pour une émission spéciale, alors qui n'est pas organisée par moi, qui est co-organisée par Tino et moi sur une idée de Tino qui est l'or. Et on est venu accompagné d'Anthony. Anthony qui va se présenter, mais je peux déjà vous dire que si on veut quelqu'un qui soit au contact de la réalité du terrain, de par son expérience, eh bien c'est bien Anthony qui est responsable commercial dans un des leaders du secteur, au coffre Beracash. On va y revenir un petit peu plus tard. Tout d'abord, bienvenue Anthony, et puis salut Tino, comment ça va les gars? Très bien, merci. Impeccable. Tino, écoute, ouais, ça va. Bon, on en a parlé un petit peu. Alors, je vous fais un petit peu la genèse du projet. Bon, si vous nous suivez, normalement c'est le cas, sinon vous ne seriez pas là. Vous savez que Tino et moi affectionnons l'or. Affectionnons l'or en tant que valeur d'investissement essentiellement, même si effectivement à titre personnel je peux occasionnellement le trader, mais c'est vraiment l'optique d'investissement qui nous intéresse ici. Et puis Tino m'a contacté, il m'a dit tiens, ça serait pas mal si pour la fin de l'année on faisait un format spécial pour nos abonnés, pour leur expliquer ce qui se passe, parce que tout le monde connaît l'or, mais tout le monde connaît mal l'or en fait. C'est ça Tino? Ouais, c'est vrai que l'or, ça a été quand même, Anthony, je pense, viendra confirmer, ça a été l'actif quand même de 2025, par sa force, par sa performance, par également le narratif qu'il y a eu autour, parce qu'on est dans un monde, tiens, c'était le sujet des rencontres annuelles de Haut Coffre, on est dans un monde de crise permanente. Et donc, dans un monde de crise permanente, c'est évident que l'or, c'est par définition, alors on verra si c'est vraiment le cas toujours, mais l'or est en général par définition dans la tête des investisseurs l'actif un peu anti-crise qui vient compenser potentiellement des baisses sur le marché des actions, etc. Donc de toute façon, il est clair que, notamment avec la performance ces dernières années de l'or, et même des matières premières de manière générale, des métaux précieux aussi, c'est devenu pour moi un actif incontournable dans l'allocation d'un portefeuille, de la diversification d'un portefeuille, notamment de très long terme. Donc aujourd'hui, je pense pas, on fera certainement, tu montreras des graphes, Trado, mais je pense pas qu'on parlera trop de trading, on parlera plus est-ce que finalement cette hausse sur 2025 est légitime? Qu'est-ce qu'on en pense? Évidemment, personne n'a la réponse et n'a de certitude, mais on va essayer de fournir des éléments qui peuvent nous apporter des éléments de réponse. Et surtout, la principale question, au moment où on enregistre cette vidéo, on est mi-décembre, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que 2026 peut être une année similaire à 2025 pour l'or, en termes de performance? Donc en fait, la question c'est quid du potentiel à venir? Et je pense que là aussi, il peut y avoir des surprises en 2026 sur l'or et sur les métaux précieux encore. Voilà pour mon introduction courte, comme d'habitude, tu me connais. Et élégante. Pas un mot de trop. Anthony, toi, comment tu as vu encore une fois, toi, tu es sur le terrain, ça fait quasiment 10 ans que tu es sur le terrain de l'or. Est-ce que tu as vu quelque chose, un point de bascule cette année par rapport à tout, par rapport à la demande qu'on t'a adressée, par rapport aux personnes qui sont venues te voir? Tu as senti quelque chose de différent ou c'est finalement un continuum de ce qui s'est passé avant? Déjà, merci pour l'invitation, messieurs, c'est très gentil. Je suis très heureux d'être là. Et effectivement, cette année, ça a été une année de record, mais l'année dernière aussi. Donc en fait, chaque année, nous, chez Aucoffre, au sein du groupe Aucoffre, on bat des nouveaux records. L'année dernière, il y avait un événement qui avait vraiment été marqueur sur le marché français, c'était la dissolution de l'Assemblée nationale, où là, tout le monde avait paniqué, beaucoup d'investisseurs français avaient paniqué. Ça n'avait pas eu d'impact sur le cours en lui-même, mais sur le marché franco-français, tout le monde voulait acheter de l'or pour se sécuriser. Et là, cette année, ça a vraiment été... alors, c'est malheureux d'ailleurs, mais il y a beaucoup d'investisseurs qui attendent que le cours explose pour en acheter. Et ça a été le cas en septembre, octobre, où là, on a abattu à nouveau, alors surtout septembre, mais des records considérables de dépôt de fonds. Et du coup,
Cette année, record, l'année dernière, record, mais finalement, depuis la guerre en Ukraine, je pense que c'est vraiment ça l'élément de bascule. Depuis la guerre en Ukraine, on ne fait que battre des records dans notre activité. Tu es en train de dire que c'est une... Alors, j'aime pas le terme, quoi, mais tu penses que c'est un attrait qui est plutôt négatif envers l'or, c'est-à-dire la peur. T'as pas l'impression quand même qu'il y a une stratégie patrimoniale qui surnage. C'est essentiellement la peur qui domine et qui amène les clients en ce moment. Alors, la peur, c'est un levier d'achat de l'or. Et en général, c'est pas le bon. Parce que quand on a peur, c'est là qu'on prend les mauvaises décisions. Nous, on a des clients, on a pas mal de clients qui pensent que du jour au lendemain, le système économique et financier peut s'écrouler en claquant des doigts. Et ces clients-là, en général, moi, j'essaie de les rassurer et de leur dire, attention, si ça arrive, il y aura des signaux quand même, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, et ne prenez pas des décisions en se basant uniquement sur un potentiel effondrement du système. Ça, c'est un certain type de client. Et il y en a d'autres après qui s'intéressent de plus en plus à l'économie. Il y a quand même un phénomène en France qui est marquant, c'est le fait que les gens se forment aux questions financières, aux questions économiques, aux questions patrimoniales. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, et notamment avec l'attrait du Bitcoin, qui est de plus en plus attractif pour le commun des mortels. Et donc, quand on s'intéresse un petit peu aux questions de souveraineté patrimoniale, de souveraineté économique, mécaniquement, on s'intéresse à l'or, puisque c'est l'actif mondial de référence lorsqu'il s'agit de s'affranchir des monnaies fiduciaires classiques. Donc, j'ai envie de dire, toutes les portes patrimoniales sont censées mener à un moment donné à l'or, puisque c'est quand même l'actif le plus robuste, et depuis des milliers d'années maintenant. Ouais, on va revenir sur ça, c'est intéressant. Bon, Tino, allez, on rentre dans le dur. Je sais que tu as fait tes devoirs, comme toujours. Pourquoi ça monte autant alors? Il y a plusieurs explications. Je peux vous donner, si vous voulez, quelques graphes comme ça, un petit peu. C'est celui-ci, voilà. Bon, déjà, pas mal grave, mais vous, évidemment, commentez aussi. Hein. Et là, du coup, sur ça, ça va être intéressant d'avoir le regard, notamment sur ce graphe-là, d'avoir le regard d'Anthony. En fait, ce graphe-là montre en haut la performance donc, du gold. Voilà, depuis 2021. Hein. Donc, effectivement, on voit une nette accélération depuis le break ici, notamment des 2100 $. Et depuis, effectivement, en 2024 ici, on a eu une vive accélération. Et finalement, quand on regarde l'accélération, est-ce qu'on peut parler d'exponentielle? Pas vraiment, quand même. On voit que c'est une accélération, oui, mais à mon sens, déjà, graphiquement, et on regardera peut-être avec tes graphiques aussi, Jo, mais pour le moment, je note pas quand même d'accélération trop vive. Par contre, ce qui était très intéressant, c'est que oui, on le voit il y a quelques semaines, on a eu, donc, j'explique en bas, c'est grosso modo, pour faire très simple, c'est les investisseurs particuliers qui investissent en or. Quand vous êtes au-dessus des zéros, ça veut dire que les investisseurs particuliers achètent de l'or. Quand vous êtes sous zéro, ça veut dire plutôt qu'ils vendent. Et en l'occurrence, en effet, on voit bien que lorsqu'on a des excès, comme on a eu un petit excès là sur le dernier top de l'or, on avait les investisseurs particuliers qui achetaient beaucoup d'or. D'ailleurs, on a eu beaucoup d'articles dans les médias, on a eu dans le journal de TF1, etc. Il y a eu beaucoup de gens qui achetaient de l'or. On avait ces queues aussi qui devant les magasins d'achat d'or physique qui avaient lieu, etc. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, ça a marqué pour moi un top intermédiaire de l'or. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a eu depuis des investisseurs qui au contraire, qui ont vendu de l'or très récemment. Et pour autant, en général, quand on voit ça, c'est souvent un moment où il y a des corrections. Tu vois, voilà, par exemple, ici, typiquement, on avait des investisseurs particuliers qui vendaient beaucoup leur or, notamment sur la période mi-2022 jusqu'à 2023. Et effectivement, on a eu une belle correction de l'or sur cette période-là. Et là, par contre, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons effectivement très récemment des investisseurs particuliers qui vendent de l'or. Et pour autant, qu'est-ce qui est en train de se passer sur le graphique? C'est qu'on a plutôt un phénomène de construction de figures.
Et je dirais même plutôt un phénomène, on le verra dans les graphiques plus précisément, Jonathan, mais plutôt construction de figure dans une tendance haussière, construction de figure de continuation. Voilà, donc ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire que finalement, oui, on a un moment de pause sur le gold, oui, on a des investisseurs particuliers qui vendent, et pour autant, le gold est quand même très très stable et plutôt dans une zone de construction. Et ça, à mon sens, c'est plutôt quelque chose d'encourageant. Je me permets de rebondir, Tino. Mais ça m'intéressait justement d'avoir ton avis là-dessus, Anthony. Qu'est-ce que tu constates, toi? Alors, je constate pareil, c'est-à-dire que le graphe, j'ai l'impression que ça explose au coffre, en fait, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu le pic quand le cours pétait tous les records, c'était au mois de septembre. Ouais. Et puis après, il y a eu le retracement tout à fait sain, qui en théorie est une bonne zone pour acheter. Et là, les clients se sont mis à vendre avec beaucoup moins d'achats. Donc, c'est quand même assez paradoxal, parce que, enfin, c'est paradoxal oui et non, mais les gens achètent quand ça pète tous les records, et lorsque c'est vraiment le moment d'acheter, c'est-à-dire quand le cours prend 8-10% dans la tronche, là, les gens se mettent finalement à vendre, et il y en a peu qui achètent. En tout cas, beaucoup moins. Donc, le graphe est révélateur de ça. Et je me permets aussi autre chose, une petite remarque pour ceux qui savent de quoi je parle. Un bon indicateur sur le marché des particuliers, sur le marché français notamment, pour mesurer l'offre et la demande, ça va être la prime sur Veracash. La prime du Gold Premium et la prime de l'argent métal qu'on met à jour quotidiennement et qui fluctue en fonction des volumes d'achat et des volumes de vente et de la tension qu'il peut y avoir à un moment donné sur le marché de l'or chez nous. Et là, dernièrement, on s'aperçoit que la prime sur l'argent est extrêmement faible, autour de 12-13% contre 19-20% habituellement. Et sur l'or, elle était hier aux alentours des 2,6% contre 3-4% habituellement. Donc, ça veut bien dire qu'il y a des sorties massives, il y a beaucoup de vendeurs. Et normalement, quand on est malin, c'est les meilleures zones pour acheter. Bien sûr, je ne veux pas faire de conseils, mais voilà. Ouais, c'est un indicateur un peu de, comme on pourrait l'avoir en analyse technique, un peu un indicateur de survente ou de surachat. Absolument. Donc, effectivement, ouais, tout à fait. Moi, je vais rajouter un truc Vas-y, aussi. Jonathan, pardon, oui, bien sûr, c'était un commentaire. Moi, ce qui m'interpelle dans ton graphe, bon, évidemment, je ne suis pas surpris parce que, à mon avis, si ça baisse pas, c'est tout simplement parce qu'il y a un autre type de demande qui a pris le relais, hein, tout simplement. Et s'il y avait que les petits porteurs comme vous et moi là-dessus, ça baisserait. Ok, et ça n'a pas baissé parce qu'il y a une demande institutionnelle qui a pris le relais et qui a fait plus que compenser les ventes en achetant et au moins dans une même mesure, pour ce qui est officiel bien sûr, ce qui fait que les prix n'ont pas baissé. Donc ça m'amène justement à ce rôle des institutionnels. Et moi j'ai remarqué beaucoup de plus en plus d'articles qui font état j'allais dire un mot fort qui n'est pas exact, mais c'est pas du mensonge, mais la sous-estimation énorme, et pas simplement de la Chine, des quantités qui sont achetées par les banques centrales actuellement. Parmi les raisons, alors vous avez les votes sans doute, mais moi ce que j'ai beaucoup lu et c'est parce que tout simplement c'est une façon de faire de la dédollarisation, et on n'ose pas dire à l'oncle Sam qu'on fait de la dédollarisation non plus parce qu'on se fait taper sur les doigts, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de banques centrales qui sont en train de recycler comme elles peuvent leurs dollars parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir du dollar, et en particulier parce qu'on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais bon, avec le nouveau taulier de la Fed qui arrive et qui a clairement dit qu'il allait faire baisser la valeur du dollar, qui a envie d'avoir des milliards de monnaies dont on sait déjà par avance qu'elle est programmée pour baisser. Et donc, ils ont tendance effectivement à essayer de recycler leur dollar pour acheter de l'or. Et c'est une des raisons pour lesquelles les prix ne baissent pas, malgré les comportements vendeurs des ménages. Il y aura une infographie de Visuel Capitaliste, je crois, dans quelques slides qui montrera aussi justement. Vas-y, montre si tu veux. Elle est plus loin, du coup. D'accord. Je te la mets, tu verras. Tu verras, ça décrit exactement ce que tu es en train de dire sur les achats, notamment des banques centrales, et notamment l'accélération de la Chine, surtout. Ouais, exactement. Alors du coup, pour enchaîner, parce que j'ai coupé là, mais alors qu'est-ce que vous avez encore à dire par rapport aux raisons pour lesquelles ça monte? Donc effectivement, il y a la peur, bon, tu l'as mentionné au début, Anthony, avec notamment le climat un peu anxiogène, politique, géopolitique, etc.
Qui veut prendre la parole sur ça là? Pourquoi ça monte à part ça en 2026, en 2025? Puis après, je dirai aussi ce que j'ai à dire, mais qui veut prendre la main là? Vas-y, Anthony, si tu as en interne, si tu as des explications. Bah, pour moi, franchement, je pense que le phénomène majeur, c'est quand même le phénomène de dédollarisation et le fait que les banques centrales ont besoin d'avoir de l'or dans leurs réserves le plus possible, justement pour s'affranchir de l'hégémonie américaine. Donc, je rejoins ce que tu viens de dire, Jonathan, à ce sujet. Pour moi, c'est la raison principale de l'augmentation du cours ces dernières années. Bon, on verra de toute manière qu'il y a tout un faisceau de raisons. Il y a des bonnes raisons, il y a des raisons qui sont un petit peu plus tirées par les cheveux, voire à la limite de la fantaisie, mais quelque chose qui n'est pas du tout fantasque ni fantaisiste, c'est effectivement le fait. Bon, on a bien vu avec la Russie, hein, quand on est dépendant du système SWIFT avec le dollar et qu'on se fait exclure comme un pouilleux pour des raisons bonnes ou mauvaises, c'est pas la question. On se retrouve sans accès au dollar et ça c'est très 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 compliqué. Et c'est vrai que beaucoup de banques centrales se sont dit non mais c'est bon, on va avoir au moins de l'or, on sait que tout le monde peut nous le prendre, c'est universel, c'est désiré plus que le dollar. Et donc, du coup, il y a une sorte de recherche de sécurité de la part des banques centrales qui font justement ça. Mais il n'y a pas que les banques centrales, il y a les institutionnels aussi hors banque centrale hein, qui achètent beaucoup d'or actuellement. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir par rapport à ça. Donc, les institutionnels, les ETF, les banques, Moi, pour moi, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Il y a aussi le cycle économique que l'on a aujourd'hui. Ça me fait un lien quelque part vers le graphique suivant parce que tu vois souvent ce graphique-là montre la performance en rouge du S&P 500 contre la performance du gold ici en bleu depuis 1970. Et vous avez ici en gris les périodes de récession. Et ce qui est très intéressant, alors déjà, effectivement, quand le S&P 500, on le verra sur un autre graphe aussi que j'ai montré à Anthony avant de démarrer, qui est un des graphiques les plus intéressants, mais quand le S&P 500 baisse ou ne fait pas grand-chose, on a souvent de l'accélération effectivement du gold. Hein. On le voit là, notamment cette période-là, hein, de 2000 à 2010 par exemple, ça a été une période très intéressante pour le gold qui lui est monté, alors que le S&P 500, ça a été 10 ou pratiquement 15 ans de perdu. Et alors, ce qui est pour moi aussi, quelque part, c'est pas évident de le voir et c'est pas toujours le cas, mais souvent, et c'est très intéressant de noter, c'est que le gold, souvent, accélère, alors monte, par exemple, de manière plus ou moins régulière, mais surtout, je trouve que les pics, du moins les accélérations fortes du gold, se produisent souvent juste avant des récessions importantes. Comme si quelque part on savait quoi. C'est-à-dire comme si quelqu'un savait qu'il y allait avoir quelque chose qui allait mal tourner quoi. Et du coup, en gros, on accumule de l'or parce que c'est un peu, voilà, encore une fois, dans les mémoires, le métal un peu anti-crise. Donc, du coup, en gros, comme en 1975, 74, 75, on a accumulé les années d'avant énormément de gold. Dans les années 80, on a accumulé énormément de gold. C'est pas vrai, par contre, pour les années 2000, tu vois. C'est pas vrai. Par contre, pour 2008, c'est vrai. On a bien accumulé du gold de 2002-2003 jusqu'à 2008. Il y a eu une énorme accumulation. Et je dois dire que on commence peut-être à avoir une belle accélération du gold qui pourrait encore durer, mais peut-être que contrairement à ce que la majorité aujourd'hui des experts économiques écartent, peut-être que une récession de la majorité des pays occidentaux et même peut-être des États-Unis n'est pas totalement à écarter dans les années, voire peut-être dans les mois à venir. Il y a pas mal d'indicateurs qui autres que ceux-là qui font penser à ça. Le taux de chômage, déjà, hein, l'emploi américain notamment, qui est pas bon, qui est de moins en moins bon d'ailleurs. Vous avez aussi le phénomène de baisse de taux. Alors à court terme, le marché voit ça comme un aspect positif, parce que qui dit baisse de taux dit quelque part oxygène, voilà, oxygène pour l'économie et tout ça. Sauf que la problématique des baisses de taux, c'est qu'en général, oui, ça donne de l'oxygène,
mais à condition de donner l'oxygène à quelque chose qui peut repartir rapidement. Parce que donner de l'oxygène à une économie qui est sur la fin ou sur un cycle, à la fin de cycle, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, en fait, la question pour moi, c'est de se dire, est-ce que l'oxygène qui est donné actuellement et qui risque d'être encore plus donné, avec notamment la nomination d'un nouveau président de la Fed, etc., qui sera pro-Trump, hein, de toute manière, donc qui va certainement appliquer ce que souhaite Trump, c'est-à-dire la continuité de la baisse des taux, est-ce que finalement ça va suffire à stopper la hausse du chômage, etc., qui quand même est en accélération. Donc voilà. Et la réponse par rapport au lien, tu vois, tout ça c'est un environnement assez complexe parce que quand tu regardes aussi l'histoire de la baisse des taux, à la fois l'impact sur les récessions et l'économie, mais à la fois l'impact sur le gold, les baisses de taux, eh bien, souvent sont suivies derrière par une accélération du gold. Voilà. C'était le cas donc ici dans les années 2000, donc baisse des taux ici en rouge, accélération du gold ici en jaune. Ici, juste avant 2008, baisse des taux, accélération du gold. Ici, en 2020, baisse des taux, accélération du gold. Et ici, plus récemment, donc début 2024, il y a d'abord eu une première baisse, une pause, et là, on fait à nouveau une baisse depuis 2 mois, je crois, c'est septembre que Powell a repris la baisse des taux. Et on a eu effectivement à nouveau une accélération du gold. Voilà, je t'interromps, excuse-moi, c'est simplement pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les principes économiques derrière. L'idée, c'est qu'effectivement, lorsqu'on baisse les taux, eh bien, on sait très bien que derrière, il va y avoir des phénomènes inflationnistes. C'est un petit peu le but recherché, j'ai envie de dire, parce que quand on baisse les taux, ça veut dire que c'est plus facile pour les ménages d'emprunter des sous, d'acheter une bagnole, d'acheter une maison. C'est plus facile pour les entreprises d'emprunter pour acheter des usines, des machines, etc. Et c'est ça qui est recherché, c'est l'effet de dépense, l'effet de demande. Et bon, c'est une loi économique basique, c'est la loi de l'offre et de la demande. Si la demande s'accélère et que l'offre ne suit pas, ça fait de l'inflation. Et c'est pour ça, encore une fois, que généralement, l'or en bénéficie. D'ailleurs, j'aimerais quand même tordre le cou je ne sais pas si tu as déjà eu droit à ça, Anthony, mais il y a beaucoup de gens qui disent, alors pour moi, ça a toujours été un mystère de l'univers, ça, ils disent, l'or, ça rapporte rien, pardon, c'est les monnaies qui se dégradent et ça ne fait que compenser l'inflation, ça rapporte rien. Purée, heureusement qu'on n'a pas pris une inflation de 100% cette année, hein. Ouais. Non, mais ça, j'ai jamais compris, quoi. Tu vois, évidemment, il y a une part qui est qui est une lutte contre l'inflation. Mais là, aujourd'hui, on a combien ce matin? On était à plus 60% sur l'année. On l'aurait senti s'il y avait une inflation de 60%. Heureusement que c'est pas ça. Donc, ça, c'est vraiment une bêtise qui revient souvent, probablement par des anti-or, de dire que voilà, l'or ne fait que couvrir contre l'inflation. C'est une absurdité, quoi. Ça ne tient pas 30 secondes d'étude d'un graphe et de l'inflation, quoi. Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ça? Ah, tiens, j'ai une question pour toi, Anthony. Et chez tes clients, les gens qui viennent te voir de plus en plus souvent, est-ce que ce sont, parce que tu as parlé du phénomène un peu peur, etc., c'est des gens qui vont faire all-in sur l'or, qui vont majoritairement, carrément se débancariser et puis acheter de l'or, ou c'est des gens quand même qui restent, on va dire, mesurés dans leur investissement en or? 5, 10, 20%, je sais pas. Nous, on a la chance de voir un petit peu tout type de clients. Il va y avoir les maximalistes du gold qui vont totalement renier le système bancaire et qui vont utiliser Veracash comme un compte courant et au coffre comme leur compte un petit peu long terme. Évidemment, nous, c'est pas ce qu'on leur recommande de faire, mais après, ils ont leur propre raison, leur propre motivation. Donc, on a ce type de clients-là qui sont pas la majorité, heureusement. La plupart, quand même, font ça de manière très raisonnable. On a beaucoup, nous, de clients qui sortent de l'immobilier, qui devient extrêmement taxé en France et donc qui récupèrent de grosses liquidités parce qu'en général, c'est des biens qui ont été déjà payés. Et ces liquidités-là, il est hors de question, évidemment, de les laisser à la banque. Et donc, ils vont être investis en or. Beaucoup d'assurances vie aussi qui sont clôturées, la plupart en fonds euros. Et pareil, il faut les faire basculer vers un autre actif. Et l'or, finalement, c'est celui qui est le moins contraignant en termes de gestion.
Bon, les performances ces dernières années, elles sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire plutôt très bonnes, et c'est sécurisant. Donc maintenant, si je devais faire une remarque, effectivement, je dirais que l'allocation or dans un portefeuille augmente de plus en plus. Avant, on avait tendance à dire que c'était 5-10%, peut-être 15%. Aujourd'hui, ça augmente parce que l'or est en concurrence directe avec les livrets A, avec les comptes courants. En fait, l'or s'utilise de plus en plus aujourd'hui, pour les particuliers en tout cas, comme une réserve de cash, comme des liquidités finalement, puisque c'est extrêmement liquide et c'est une réserve de cash qui est sur de l'or et pas à la banque. Et l'usage, le même, on a des clients même qui sont parfois sur du très court terme, hein, qui sécurisent sur Veracash, qui sortent. Voilà. Mais tu le ferais, toi, mettre 100% en or? On parle d'Anthony, l'épargnant, l'individu. Tu ferais ça? Non, je ne le ferai pas. Par contre, 100% de quoi? Si c'est 100% de mon patrimoine global, non, je ne le ferai pas. Par contre, si c'est 100% de mes liquidités, je ne le ferai pas non plus, mais je peux monter facilement à 50, 60, 70% de mes réserves de liquidité. Alors peut-être que je dis ça parce que je l'ai fait il y a quelques années et que maintenant, le fait de la plus-value que j'ai, je suis serein, même si ça baisse un petit peu. Mais dans tous les cas, ouais, surtout quand, en fait, le gros problème de l'or pendant longtemps, ça a été sa liquidité. C'est-à-dire que si tu voulais récupérer sa valeur pour arbitrer vers un autre actif ou tout simplement pour consommer, tu devais aller dans des magasins d'or. Je parle pour l'or physique. Tu devais négocier le prix, attendre le virement, le chèque, etc. Potentiellement, ça pouvait prendre du temps. Aujourd'hui, avec Veracash, en fait, si tu veux utiliser ton or pour consommer ou pour le transférer vers un autre actif, ça prend, avec la carte de paiement, tu peux payer ce que tu veux avec ton or très rapidement. Et si tu veux demander un virement bancaire, ça prend quelques jours. Donc, on a la chance, avec la solution Veracash, de pouvoir utiliser l'or comme une monnaie à part entière. Et moi, c'est ce que je fais. Tu vois, par exemple, j'utilise l'or. J'ai des euros, évidemment, mais l'or, je l'utilise comme une devise tout à fait classique. Toi, Tino, dans le cadre de ton tu appelles ça portefeuille forteresse. Ouais. Toi, tu as repris les bases, je crois que c'est 10%. Hein. Ouais, on a repris les travaux de Redalio. Mais les travaux de Redalio étaient brillantissimes, évidemment. Mais ils ont l'âge qu'ils ont. Donc on a un petit peu revu un certain nombre de choses dans l'allocation. On a baissé la part des obligations déjà, notamment long terme. On a augmenté, si tu veux, en fait, on a essayé, sans toucher la base du portefeuille, on a essayé de réfléchir quand même en fonction des certitudes qu'on avait à peu près sur les 20 prochaines années. Les certitudes qu'on a à peu près ces 20 prochaines années, c'est que la croissance des pays émergents, a priori, va continuer de tirer le monde. Bon, quand tu vois la croissance économique aujourd'hui, bon, les États-Unis sont à 2, l'Inde est à 7. Donc, tu vois bien qu'a priori, ça ne va pas s'inverser demain matin. Donc, ça veut dire que du coup, contrairement à Redalio, nous, on a pris une part sur les actions pays émergents supplémentaires. On a augmenté les matières premières parce qu'on sait que c'est un enjeu phénoménal pour les 20 prochaines années. Et on a augmenté aussi la part, effectivement, des métaux précieux et du gold dedans. On a ajouté aussi une pointe de Bitcoin et de crypto-monnaie aussi dans ce portefeuille. Ce que ne pouvait pas, évidemment, faire Redalio lorsqu'il a fait ces travaux-là. Donc, mais il est reconnu maintenant, Redalio. Hein, il dit d'avoir du Bitcoin. Hein. Oui. Maintenant, il a dit... corrigez-moi si je me trompe, mais je crois qu'il a dit quelque chose comme 10% de gold et 5% de Bitcoin, un truc comme ça, quoi. Il a changé d'avis sur le. Il me semble qu'il était un petit peu. Ouais. Mais les travaux du All-Weather, en fait, du portefeuille All-Weather, les travaux initiaux du portefeuille All-Weather, évidemment, ne mettaient pas de Bitcoin au départ, donc ce que nous on a fait. L'avantage, effectivement, de ce portefeuille, c'est le même avantage, c'est l'objectif des travaux de Redalio au départ, c'est de se dire, des crises, il y en a eu, il y en a, il y en aura, on ne sait pas quand elles vont arriver, on ne sait pas les prédire, on ne sait pas, voilà. Mais l'idée, c'est d'avoir un portefeuille qui va, grosso modo,
s'équilibrer pour les traverser sans faire de modifications. Donc, Alors, c'est marrant. Ouais. Excuse-moi. Non, vas-y. Non, mais c'est marrant ce que tu dis, parce que traverser les crises, etc. Et ça, c'est un petit peu la martingale, quoi. C'est ce qu'on veut. On est d'accord. Alors, vous avez dû suivre tous les deux le grand chamboulement qu'il y a en termes d'allocation d'actifs, hein, avec Goldman Sachs, avec Fidelity, avec maintenant qui recommande un 60-20-20 et plus un 60-40. Donc, en gros, si vous connaissez pas les auditeurs, en gros, c'est que traditionnellement, aux États-Unis, il y avait une sorte de totem, hein, il n'y a pas d'autre terme, c'est 60% en actions, 40% en obligations. OK ? Parce que c'était une sorte de portefeuille all-weather, c'était une sorte de portefeuille avec amortisseur, c'est-à-dire que les deux évoluent en sens inverse. Quand l'économie va bien, les actions montent, les obligations souffrent un peu. Par contre, quand il y a une récession ou un crash, les actions baissent, mais c'est rattrapé par le fait que les obligations sont recherchées parce que c'est un rendement, parce que c'est souvent beaucoup plus sûr, moins volatile, etc., etc. Donc, on disait 60% actions, 40% obligations. Et là, ce que nous a montré la crise du Covid, c'est qu'on pouvait très bien prendre une double baffe, quoi. Les actions et les obligations qui se cassent la figure en même temps. Et tous les mecs qui avaient bien fait leur devoir et qui avaient bien appliqué cette relation 60-40, et bien, ils ont pris 2 fois le bouillon, quoi. Un, parce que les actions se sont effondrées pendant le Covid, hein, c'est une évidence. Et puis 2, parce que les obligations se sont effondrées également pendant le Covid, parce qu'ils ont tellement monté les taux d'intérêt que la valeur des obligations, bon, c'est une mécanique un petit peu laborieuse, mais en gros, les taux d'intérêt sont montés, donc la valeur des obligations passées, celles qui étaient en portefeuille, s'est effondrée aussi. Et donc, du coup, les gens se sont retrouvés complètement en situation de vulnérabilité. Et ça a complètement cassé le jouet parce que ils se sont rendus compte que ça protège de rien. C'est pas du tout all-weather, hein, 60-40. Et du coup, vous avez des Goldman Sachs qui est suivi par les plus grandes fortunes du monde et Fidelity qui est suivi, mais pas simplement Fidelity, il y en a plein maintenant qui le font, qui disent non, on a backtesté, faut 60-20-20. C'est-à-dire, c'est ce qui aurait résisté le mieux, 60% en actions, seulement 20% en produits de taux et 20% en gold. Parce qu'on a bien vu avec Covid que le seul truc, non, c'est pas le seul truc, mais un truc qui avait fait énormément de bien au portefeuille de ceux qui en avaient, moins à ceux qui n'en avaient pas, c'était d'avoir de l'or, quoi. Oui, mais en plus, quand Ray Dalio, encore une fois, a fait ses travaux, il ne vivait pas dans un monde aussi endetté qu'aujourd'hui. Donc, ça aussi, c'est évidemment, les choses sont amenées à évoluer. Donc, il faut quand même, pour moi, avoir une réflexion, pas chaque année, mais sur ce genre de portefeuille tous les 10 ou 15 ans, quoi. Donc, et on est dans un monde où, à mon avis, il va falloir être de plus en plus diversifié. L'avantage, tu parlais de martingale tout à l'heure en disant le but de rechercher de Ray Dalio, c'est une martingale. Je dirais oui et non. Pourquoi je dirais non parce qu'en fait, la martingale, c'est de dire je vais faire la même performance que le S&P 500, c'est-à-dire en moyenne entre 8 et 10% par an, voire même mieux. Alors que là, ce portefeuille-là, quand on backteste sur l'histoire, il ne rapporte pas ça en réalité. Hein. On est plutôt entre 5 et 7. Cette année, nous, on l'a démarré il y a 13 mois. On est à plus de 11%, mais c'est un peu une année exceptionnelle quand même, notamment portée par le gold et par le bitcoin. Mais normalement, c'est un portefeuille qui est plutôt sur une rémunération entre 5 et 7% par an. Voilà. Par contre, il a un avantage qui est absolument dingue. C'est que quand il y a une baisse majeure des marchés actions, le drawdown est divisé par au moins 2,5. Au moins 2,5. C'est-à-dire que tu as le marché action qui baisse de 20% et tu as le portefeuille qui baisse de 7-8%. Et ça, c'est énorme parce que il y a des stats qui sont assez hallucinantes. C'est-à-dire que on a beau montrer les créateurs de contenu, le S&P 500 qui fait commenter en disant vous regardez, à chaque fois que ça baisse de 30%, vous avez qu'à acheter, c'est facile. Et derrière, vous ferez un nouveau plus haut. C'est ce que l'histoire nous a démontré. Sauf que la réalité, c'est que 70% des investisseurs qui ont subi une baisse de plus de 30% sur leur portefeuille ont vendu. Voilà. C'est ça la réalité des choses. C'est l'émotion, en fait. Donc, plutôt que d'essayer de battre le marché ou de faire pareil que le marché,
moi, je pars du principe qu'avant d'essayer de faire ça, essayons d'abord de canaliser nos émotions à venir. Parce que sur la durée de vie d'un homme avec un grand H, la durée de vie d'un investisseur, des crises, il va y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est clair. Elles arrivent tous les 6 mois en ce moment, donc Donc, voilà. Moi, j'ai que 39 ans, mais des crises majeures, hein, j'en ai connu 5 déjà. Donc, bon, voilà, si j'ai le bonheur de vivre encore, il y a un c'est paquet intéressant d'années. ce que tu dis, Thibaut, parce que Oui, moi, ce que je constate, c'est que en fait, des crises, il y en a tout le temps. Mais oui. la plupart des gens miroitent ou fantasment une crise qui va surpasser toutes les autres, et comme si la crise, il devait y en avoir qu'une, et c'était la crise qui ferait que tout s'effondre. Alors que non, des crises, il y en a plein, des petites, des moins petites, elles se succèdent, elles ont différents impacts. Mais la crise où Internet est coupé, il n'y a plus d'électricité, plus rien ne fonctionne, celle-ci, elle peut arriver, hein, je ne l'exclus pas, mais il ne faut pas l'attendre et la fantasmer à tout prix, selon moi. Ah, Toutes les t'as baisses raison, majeures. un truc. Attends, mais juste un truc, Tino. Moi, c'est un Ouais, truc. ouais. Moi, ça m'a toujours. C'est le second mystère de l'univers pour moi ce soir. C'est les gens, et y compris des potes, hein, et y compris des followers, donc des gens qui sont respectables et que je respecte, qui sont intelligents, mais les gens qui souhaitent que tout s'effondre pour que l'or prenne encore plus de valeur. Mais les mecs, mais je ne sais pas comment leur expliquer que si l'économie et la société s'effondrent pour leur donner effectivement ce qu'ils rêvent en matière de valorisation de l'or, c'est eux en train d'aller acheter leurs baguettes avec leurs pièces, leurs lingots et leur repas fromage pour payer. Ça va être apocalyptique. Personne ne veut ça. Ils ne pourront rien acheter avec leur or. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à investir dans l'or, c'était dans les années 2000. C'est là d'ailleurs que j'ai rencontré pour la première fois, c'est là qu'on a fait connaissance avec Jean-François Faure. Et ça n'existait pas encore au coffre. Et donc, pour acheter de l'or, il fallait à l'époque aller chercher chez des boutiques, des boutiques spécialisées. Et bon, quand tu avais de la chance, tu te faisais pas arnaquer. Au début, c'est encore une autre histoire, mais c'est pas la question. Donc, je me rappellerai toujours, j'avais rencontré un mec en qui j'avais confiance. Et il habitait dans le nord, donc comme moi, dans un village, enfin une petite ville. Et je lui disais, ça va, t'as du gold, t'as du cyber, t'as déjeuné, t'as des nappes, etc. Il disait, ouais, c'est bon, j'ai un client qui est venu. Il me racontait, par exemple, c'était mes premiers Hercule. Le mec, il disait, oui, il y a un petit vieux qui est venu ce matin, donc des paysans, enfin des agriculteurs, mais qui à l'époque étaient, au moment où ils accumulaient ça pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était des paysans. Le mec, il était venu avec, livré donc mon dealer d'or, avec 2 seaux de 50 francs et de 20 francs Hercule, etc., ou pas forcément des Hercules, mais des pièces. La seule façon pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc., de pouvoir manger, c'est de se faire arnaquer, d'ailleurs, bien comme il faut, par l'agriculteur du coin qui lui vendait une poule pour toute vérolée avec la gale pour je ne sais pas combien de pièces d'argent. Et eux, ils se sont fait un blé monstre. Et j'ai envie de dire, attention les gars, si ce que vous espérez de vos voeux arrive et qu'effectivement l'or et l'argent explosent, la loi de l'offre et de la demande, c'est simplement que votre poulet, votre bout de fromage, il va vous coûter plus d'or et d'argent, quoi, parce que les mecs qui fabriquent du poulet ou de la baguette de pain ou du fromage, ils vont jouer de ce déséquilibre offre-demande en cas de crise majeure, quoi. Et les mecs, donc tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire que oui, ils fantasment une crise sans se rendre compte qu'ils ne la veulent pas, cette crise. Pas vraiment, quoi. Mais je peux faire le même parallèle un petit peu avec la géopolitique. Parce qu'on est contre l'expansionnisme et l'hégémonie américaine, on se doit d'être pro-russe, pro-chinois ou pro-iranien. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, y compris sur YouTube. Hein, en fait, il y a une vision un peu romantique du monde et il faut choisir un camp. Et du coup, ça cristallise tous les débats et je trouve que c'est dommage, personnellement. Ouais. Alors, justement, puisqu'on parle de crise, là, les gars, une question qu'on nous a sûrement posée d'une manière ou d'une autre, c'est est-ce qu'il y a bulle après 60% de hausse de l'or ce matin et 100% pour le silver, on y reviendra plus tard.
est-ce qu'il y a bulle? Oui, non. Et s'il n'y a pas bulle, à quoi verrons-nous qu'il y a bulle? Moi, perso, à mon échelle, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas bulle de ce que je vois sur le marché particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un bon équilibre entre les vendeurs et les acheteurs. Il y a des gens qui rentrent aujourd'hui sur l'or parce qu'ils veulent en avoir et ils n'en avaient pas. Donc, ça maintient une pression acheteuse auprès des particuliers. Et il y en a d'autres qui en ont acheté il y a longtemps, qui ont des plus-values énormes et qui vont en vendre un petit peu pour financer d'autres projets. Et donc, sur la plateforme au coffre, étant donné qu'il y a ce bon équilibre entre les acheteurs et les vendeurs, on arrive à avoir des primes qui restent stables. Sur Veracash, c'est un peu différent. Les primes baissent parce qu'il y a un peu moins d'acheteurs en ce moment que de vendeurs. Et de mon point de vue, le bon indicateur pour voir si le marché surchauffe, c'est déjà de voir les niveaux de primes sur le physique, comment elles évoluent. Et si elles commencent à être trop élevées, sur des plateformes comme Ocoff par exemple, mais même chez d'autres revendeurs d'or, ça signifie que l'approvisionnement devient de plus en plus complexe. Et si l'approvisionnement devient de plus en plus complexe, ça veut dire qu'à un moment donné, les fonderies, elles aussi, vont devoir appliquer des primes sur l'or. Et là, ça signifierait que tout le monde en veut, qu'il n'y en a pas assez et que le marché s'emballe un petit peu. De mon point de vue, c'est ce que je regarderais moi, mais de là à dire que ça serait une bulle, ça voudrait dire que le marché s'emballe, mais est-ce que automatiquement ça signifie qu'il s'emballe dans bulle? C'est peut-être un peu moins sûr. Tu peux expliquer ce que c'est simplement la prime dont tu parles? La prime, en fait, elle s'exprime en pourcentage la plupart du temps, et ça va être l'écart qu'il y a entre la valeur intrinsèque du métal contenu dans un produit physique en or ou en argent ou en platine ou en palladium, et la valeur à laquelle se négocie le produit. Dans la prime, on va retrouver plusieurs choses. Pour les produits neufs, par exemple un lingot d'1 kg en 4,9 qui sort d'une fonderie suisse, la prime, ça va correspondre au coût de production du lingot pour le fondre, pour le raffiner, pour le mouler, pour le transporter jusqu'au revendeur, etc., etc. Sur des pièces Krugerrand, Maple Leaf, ça va être le coût de la frappe, donc pour produire le flanc, ensuite frapper la pièce, ensuite la distribuer, etc., etc. Ça va se répercuter dans la prime parce que la valeur intrinsèque de l'or, le cours de l'or, c'est le cours de l'or papier finalement, le cours de l'or qu'on échange sur les marchés. Mais pour prendre livraison d'un produit physique, on doit payer les coûts de production afférents à ce produit. Ça va être pour les produits neufs. Après, pour les pièces anciennes, par exemple le 20 francs Napoléon, les souverains ou ce genre de choses, la prime, ça va être en fait le reflet, à un moment donné, du rapport de force qu'il peut y avoir entre l'offre et la demande. Et donc, sur un 20 francs Napoléon, ce que l'on voit, c'est que la prime de base, elle est entre 2 et 7%, on va dire, ce qu'on appelle la prime de fond. En période de crise, étant donné que le 20 francs Napoléon est une pièce emblématique sur le marché français, je te donne l'exemple pendant le Covid, la prime va exploser parce que tout le monde veut acheter ces pièces, mais ceux qui en ont, ils ne veulent pas forcément la vendre. Et donc, il va y avoir un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Les vendeurs qui sont prêts à la vendre vont dire moi, je veux bien la vendre, mais je ne vais pas la vendre 5 à 7% au-dessus du cours comme d'habitude. Je vais la vendre 10, 15, 20, 30% au-dessus du cours. Et les acheteurs qui veulent acheter de l'or, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent cette pièce-là, ils vont être contraints de l'acheter parce que ça va être le seul moyen d'obtenir de l'or sous forme de 20 francs Napoléon. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de prime. Et il y a des pièces, le 20 francs Napoléon en France réagit très bien à cet effet de prime, justement. Il y a un différentiel de prime qui est très important. Et nous, c'est ce qu'on regarde sur le marché professionnel. C'est ce qu'on regarde en priorité pour prendre la température un peu du marché. Tino, et toi, tu penses qu'on est en bulle, pas en bulle, et surtout à quoi verrons-nous qu'on est en bulle quand on y sera? Alors, bon, déjà, évidemment, personne ne le sait. C'est comme le débat sur la bulle IA. C'est la même chose. C'est toujours extrêmement difficile. Une bulle, tu le sais que quand elle a éclaté, en gros. Maintenant, bon, il y a des éléments quand même qui nous permettent d'avoir une certaine opinion. Premier élément, c'est que déjà le top du gold, historiquement, a toujours lieu après une baisse majeure des marchés. Qui dit baisse majeure des marchés dit souvent récession. Donc, pour moi, tant qu'on n'aura pas eu de récession dans les pays occidentaux, si on en a une, et notamment aux États-Unis, on n'aura pas fait le top du gold. À mon avis, enfin, je dis pas même pas à mon avis, je dis c'est ce que l'histoire nous a appris. Voilà. Après, je dis pas. Voilà. C'est plus intéressant plutôt que mon avis. Mon avis est souvent un peu pertinent. Là, pour le coup, on se base sur des faits. Après, quand on regarde également, quand on regarde l'histoire des cycles,
Du gold, c'est une infographie de Tavi Costa, super, super créateur de contenu, un économiste hyper pertinent, hyper intéressant. C'est que, bon, potentiellement, quand on regarde les 2 cycles précédents du gold, ils ont été très importants. Et là, le potentiel, tu l'avais dit d'ailleurs dans une vidéo récente, Jonathan, c'est que grosso modo, si on se réfère au cycle précédent, on en serait potentiellement, je mets des guillemets partout, hein, bien sûr, qu'à la moitié. Donc, voilà, pour moi, bulle, non. Alors, à court terme, comme on a eu il y a quelques semaines, il y a quelques mois, quand tu commences à voir, encore une fois, dans les journaux, au journal télévisé qu'on parle du gold, bon, là, oui, tu as des tops court terme. Mais à long terme, du moins à moyen long terme, je n'en suis pas convaincu. Là, c'est pareil, comme je le disais, au niveau des récessions, mais pour moi, on a un pré-signal de récession, c'est-à-dire qu'ici, vous avez eh bien, le taux de chômage aux États-Unis, le chômage aux États-Unis, et donc, pour le coup, on le voit, quand il y a un bottom qui se forme sur le chômage, ben, derrière, très souvent, on a une récession. Et ce qui est très, pour moi, le graphique le plus intéressant que j'ai trouvé ces dernières semaines, ces derniers mois, je le montrais à Anthony avant d'enregistrer l'émission, c'est celui-ci, qui correspond à un scénario que j'ai moi sur les actions, parce que c'est toujours intéressant de regarder aussi le comportement des actions en termes de valorisation et sur l'aspect technique. Ce qui est très intéressant sur ce graphique-là, c'est un graphique qui date des années 30 à aujourd'hui, donc c'est un graphique qui a 100 ans, hein. En haut, vous avez donc le S&P 500, voilà, très simplement, avec les périodes de range, grosso modo, du S&P 500, c'est-à-dire dans les années 30, dans les années 70 et dans les années 2000, où on a eu les fameuses, tu sais, Jonathan, les années perdues, ce qu'on appelle souvent, ce que beaucoup décrivent comme les années perdues sur la bourse. Et en bas, vous avez la relation de performance entre le S&P 500 et le gold. Donc, très simplement, on y met une moyenne mobile à 340 périodes, une moyenne mobile très très long terme, pour estimer que lorsqu'on est au-dessus de la moyenne mobile, le S&P 500 dans le fond surperforme le gold. Lorsqu'on est en dessous, c'est le gold qui surperforme le S&P 500. Et ce qui est très intéressant, c'est que on s'aperçoit que lorsque le gold surperforme le S&P 500, on est typiquement très régulièrement dans ces fameuses années perdues sur les actions. Donc, ces fameuses années de range sur les actions. Ça coïncide évidemment aussi souvent à des périodes de survalorisation des actions. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis quelques mois, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, nous sommes en train, effectivement, après de 2008, grosso modo, à nos jours, on avait un cycle de surperformance du S&P 500. On est à nouveau, depuis quelques mois, sur un cycle de surperformance de l'or. Ce qui pourrait nous amener à une hypothèse, un scénario à venir, c'est-à-dire que les indices, notamment américains, qui sont très bien valorisés, pas en bulle forcément, mais très bien valorisés, et des périodes de gros range voilà, technique, quoi, finalement, qu'on reparte finalement sur des années de cycle un petit peu perdus qui pourraient d'ailleurs profiter à l'or. Là aussi, hein, lorsque vous regardez les valorisations finalement presque du monde entier, il n'y a pas que les États-Unis, hein, vous apercevez, là vous avez les moyennes avec les différents interquartiles, etc., les ranges interquartiles. Bon, vous apercevez que voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 8 en économie pour s'apercevoir que quand même on est sur une période où les valorisations sur les actions du monde de manière générale, après on peut aller chercher pays par pays, mais de manière générale, on est quand même sur un marché action qui est très bien valorisé au moment où on se parle. Donc, le potentiel de performance, hormis si ça part en exponentiel pour une raison qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, a priori, il est relativement faible sur les 5 à 10 prochaines années. Voilà, en moyenne. Voilà. En gros, c'est intéressant. J'aimerais rajouter un truc. Alors, moi aussi, parce que forcément, je coupe personne, hein, c'est bon? Non, vas-y. Parce que bon, forcément, on m'a posé la question aussi, et comme tu l'as mentionné tout à l'heure, ouais, il y a une histoire de cycle historique de l'or et de bulles de l'or, etc., et où on en est, etc. Je vais y venir. Moi, j'ai envie pour répondre à la question de savoir si on est en situation de bulle sur l'or, j'appelle toujours à se demander quelles sont les raisons de la hausse de l'or actuellement. Et si les raisons de la hausse de l'or actuellement sont caduques,
alors là, on risque effectivement d'avoir une situation de bulle. Ou alors, si on veut, les choses qui expliquent pourquoi l'or explose maintenant, pardon, dans le désordre, c'est des tensions géopolitiques qu'on n'a pas vues depuis des décennies. C'est un phénomène de dédollarisation qu'on n'a pas vu jamais, en fait, depuis que le dollar a pris le contrôle du système monétaire international. C'est un endettement des États qui fait peur. C'est un déséquilibre structurel entre l'offre et la demande d'or. Et c'est ça qui explique pourquoi l'or augmente de manière importante. Et on peut rajouter des ou d'autres facteurs comme la montée des classes moyennes dans le monde et que ce soit en Inde, en Chine, quand on fait partie des classes moyennes ou quand on appartient aux classes moyennes, on achète de l'or. C'est comme ça, c'est structurel. Donc plus il y a de personnes dans les classes moyennes, plus on achète de l'or de manière structurelle. Et la question devient, est-ce que ces raisons qui sous-tendent la hausse actuelle de l'or sont exagérées, caduques, surestimées, etc. J'ai pas l'impression que ni en termes géopolitiques, ni en termes d'endettement des États, ni en termes de moyennisation du monde, etc., on assiste à la fin de ces systèmes. Pardon. Donc, si on adhère à l'idée selon laquelle ces phénomènes sont toujours en cours, je vois pas ce qui nous permet de dire qu'il y a une bulle. C'est un petit peu l'idée, quoi. Et là, pour retomber sur ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, quand on regarde historiquement ce qui s'est passé, les phénomènes d'explosion de l'or auxquels on a assisté, on l'a bien vu sur ton graphe, là, Tino, le précédent. On a eu entre les années 76 et 80 une explosion de l'or de 773%. Alors, on connaît les raisons, hein, c'est notamment le fait qu'il y avait la guerre du Vietnam, avec le dollar qui était vraiment imprimé de manière inconséquente, donc perte de confiance dans le dollar, parce que c'est ça aussi la montée de l'or. Hein. Comme l'or est exprimé en dollars, si le dollar s'effondre, l'or, par effet miroir, il monte, quoi. Donc, bref, 76-81, l'or a pris 773%. Il a ensuite perdu 50%. Entre 2001 et 2011, il a refait plus de 600%, 656%. Là aussi, il a reperdu 50%. Et là, on en est sur le dernier cycle de hausse depuis 2016, on en est à 317%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça a beaucoup monté, certes, mais que si on considère qu'on est dans un cycle exagéré de l'or, comme il y en a déjà eu deux, et comme on peut imaginer ça se terminera mal, parce que ça va mal terminer, comme toutes les bulles, si on part à minima sur un cycle de 600% et qu'on est à 300%, on est effectivement à la moitié du chemin. Ce qui voudrait dire, attention, je ne suis pas en train de dire, je ne parle pas à vous les gars, je parle à ceux qui découvrent. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'effectivement ça va monter et en tout, on aura 600%, donc encore un fois deux. C'est même pire, je suis en train de vous dire que ça va mal terminer cette histoire. Et je peux même vous dire, effectivement, je peux vous dire, pour avoir pris la baisse de 2011 à moins 50%, moi aussi j'y ai cru que ça allait jamais baisser. Hein. Mais bon, ce que je suis en train de dire, c'est que il est plausible que l'or montera trop. Il est plausible que quand il aura monté trop, il perde 50%. Il est plausible qu'il remontera après, parce que c'est cyclique. Mais il est plausible qu'on n'ait pas terminé la hausse pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment, à savoir les raisons qui sous-tendent l'explosion actuelle. On est très, très loin. Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que je ne pense pas qu'il y ait de bulle non plus. Je suis assez d'accord avec vous, les gars. Ouais, moi non plus. Pas pour le moment, en tout cas. Non, pas pour l'instant. Et d'ailleurs, quand tu regardes l'allocation du gold dans les portefeuilles, elle est en nette hausse. Hein. On le voit là, sur 2024-2025. Enfin, on est très très loin de ce qui se faisait auparavant encore. Hein, dans le c'est vraiment que dalle. 2%. C'est très peu. Hein. C'est très peu. Alors, c'est sur les ETF, hein, c'est pas en physique, mais enfin,
on estime quand même que c'est plus facile quand même d'acheter des ETF sur le gold que d'acheter de l'or physique, même si au coffre est quand même, a quand même permis, notamment en France, de démocratiser ça. Malgré tout, je pense que les gens ont plus de facilité, évidemment, à le faire via ETF. Donc, je parlais en début d'émission, tu sais, des achats des banques centrales. Ce qui est très intéressant, c'est que les États-Unis sont toujours numéro 1 dans l'accumulation du gold. Par contre, ce qui est très, très, très intéressant, c'est les pays qui accumulent là depuis 5-6 ans. Et là, tu vois des accélérations vraiment assez surprenantes de la Chine, de l'Inde, de la Pologne. Ça m'a surpris, la Pologne, qui accumule énormément de l'or. La Turquie, Singapour, le Japon, la Thaïlande, voilà. Donc, on voit qu'il y a des pays aussi qui étaient peut-être en retrait sur ces achats-là avant la crise du Covid, finalement, qui sont en train de, eux aussi, acheter massivement du gold, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire, encore une fois, en conclusion, que pour moi, le top, moyen terme en tout cas, il n'est pas fait encore sur le gold. Voilà. D'accord. Bon, les gars, je résiste depuis le début pour pas balancer ça parce que c'est quelque chose qui m'a toujours fait sourire. Mais puisqu'on a l'occasion d'avoir un spécialiste de terrain avec nous, on va voir ce qu'Anthony en pense. Ce sont les grands trucs, Rumeurs. Rumeurs, parfait, merci Anthony. Les grandes rumeurs sur l'or, ok. Et je sais que je vais pas me faire beaucoup d'amis en disant ça, mais je vous assure que ces rumeurs-là, on les entendait déjà quand j'ai commencé à investir sur l'or dans les années 2000. Et alors, je vais passer en détail 3 ou 4 rumeurs tenaces. Certaines sont beaucoup plus crédibles que d'autres. Et Anthony, tu vas me dire si tu penses que c'est plausible, peu plausible, serpent de mer, marronnier ou truc complètement loufoque, ok? Tu as le droit de prendre un joker, évidemment. Alors, on va commencer par Fort Knox vide. Alors, attends, Fort Knox, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là où est entreposé l'or américain public, enfin celui d'État, du Trésor. Alors, Fort Knox, il y a la rumeur de c'est vide et il y a la rumeur que les lingots qui y sont fourrés au tungstène. Donc, évidemment, je ne sais pas parce que je ne peux pas aller vérifier sur place, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on a vraiment envie de savoir finalement? Parce que pour moi, les Américains ne feront pas d'audit. Ils ont plus à perdre qu'à gagner. Si l'or y est bel et bien, en fait, ils super, mais il ne se passe rien. Donc, ils n'ont rien à gagner à auditer les coffres, d'une part. Et d'autre part, si nous, en tant qu'investisseurs et toutes les personnes justement qui croient à cette thèse, finalement, on leur donne tort en disant que l'or y est bel et bien, finalement, tout le narratif qui tourne autour de « il n'y a pas d'or à Fort Knox » disparaît. Et finalement, ce narratif-là crée une valeur à l'or, une valeur de est-ce que l'or y est, est-ce que l'or y est pas. Donc, cette incertitude rend sexy l'or. Et donc, tout le monde y gagne à ne pas savoir si Fort Knox est vide ou pas. Évidemment, je pense que ce n'est pas vide, soyons sérieux 2 minutes, mais le fait de l'envisager, ça donne envie d'avoir un petit peu d'or, parce qu'au cas où Fort Knox est vide, on préfère avoir de l'or que pas en avoir. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup moins que ce qu'on croit. Clairement, il y a 8000 tonnes en moins, quoi, s'il n'y a pas d'or à Fort Knox. Ok. Deuxième, Anthony, qu'est-ce que tu penses de la Chine accumule de l'or pour lancer sa propre monnaie avec les BRICS, une monnaie commune? Plausible, pas plausible? Alors, plausible en théorie, sur le papier. Ça serait même d'ailleurs très intéressant. J'aimerais bien voir ça de mon vivant, mais en pratique, je pense que c'est plus que laborieux Alors, tu parles d'une monnaie commune avec les BRICS, hein, c'est ça? C'est ça, pas d'une monnaie, pas le yuan baqué à l'or, mais une monnaie commune des BRICS. Alors, il y a tellement d'intérêts divergents entre chaque pays des BRICS que pour moi, ça me paraît envisageable, mais la mise en œuvre pratique, bon courage. Ils n'ont pas subi ce qui s'est passé avec l'euro, hein, s'ils font ça. Ouais, c'est clair.
Ouais, clairement. Bon, ouais, là, je ne peux pas m'empêcher de rebondir un petit peu, mais bon, la monnaie, c'est une variable d'ajustement. Mm. Ok. Quand vous avez du chômage, vous pouvez utiliser la monnaie pour réduire le chômage. Quand vous avez de l'inflation, vous pouvez utiliser la monnaie, notamment en réduisant son stock pour combattre. C'est une variable d'ajustement. On a bien vu avec l'Union européenne que pour ajuster une économie aussi diversifiée que celle voilà, on est combien 15, 16, je ne sais plus. C'est très compliqué. On ne sait pas s'ils auraient intérêt. Comment on peut comparer l'économie de l'Arabie Saoudite, qui vient de rentrer dans les BRICS, et la Chine en passant par l'Inde ou le Brésil, quoi, des économies. Enfin bon, ça semble très difficile, effectivement. Bon, troisième rumeur. Ok, allez, on va rentrer dans le dur, là, Anthony. Le COMEX va exploser incessamment. Alors, exploser incessamment, pareil, ça je reviens à mon exemple de tout à l'heure où beaucoup fantasment la crise, celle qui surpasse toutes les autres. Il peut y avoir des moments de tension, c'est arrivé plusieurs fois, même dernièrement sur l'argent, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il peut y avoir des moments de surchauffe temporaire. De là à ce que ça explose, ça, c'est trop peu probable, trop peu crédible. Il y aurait des étapes avant ça. Donc, effectivement, il peut y avoir des problèmes périodiques. Structurellement, dans tous les cas, le fonctionnement à levier, etc., de ce marché-là est, à mes yeux, totalement malsain. Donc, structurellement, il y a un problème déjà de base. Mais de là à ce que ça explose du jour au lendemain, j'y crois pas. Malgré tout, il y a des risques très importants. C'est pour ça que, par exemple, à moins d'être sur du très court terme, pour moi, trader de l'or, enfin, avoir de l'or sous forme de papier n'a aucun sens, selon moi, pour toutes ces raisons, ces risques structurels qui sont liés au marché financier. Mais pour autant, je ne pense pas que ça puisse exploser comme ça du jour au lendemain. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, d'ailleurs. Oh bah exactement pareil que toi, c'est-à-dire c'est un système qui est malsain, c'est un système qui ne peut pas durer en tant que tel parce que c'est pour ça d'ailleurs que le système de Shanghai a beaucoup de chances au bout d'un moment de prendre le relais. Mais voilà, il a survécu à 2008. Hein. Bon, 2008 c'était autre chose que maintenant, quoi. Et puis qui aurait intérêt? Qui aurait intérêt? Parce qu'au bout du bout. Ok, quel pays aurait intérêt à un tel désordre, chaos monétaire international si effectivement le système de l'or était grippé, bloqué, etc., etc. On aurait pu parler de plein de choses, le fait que les États-Unis ont tordu le bras à la Suisse pour qu'elle fasse leur raffinage aux États-Unis, pour justement reprendre un petit peu la main sur le triangle du voilà habituel États-Unis, Suisse, Comex, etc. Avec le LBMA, l'argent de Londres. On voit bien que les États-Unis sont pas du tout à l'aise avec ce qui se passe dans le COMEX, mais bon, ils ont les moyens d'empêcher le COMEX de sauter s'ils veulent. Encore une fois, ça a survécu à 2008, à 2001. C'est pas maintenant. Et puis bon, il faut savoir que le crime profite notamment à la Chine, qui permet d'accumuler de l'or à bas prix. Qui a intérêt à ce que le COMEX saute, quoi. Ça va sans doute muter structurellement, mais je ne vois pas comment ça pourrait sauter. Je sais que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis avec ça. On va faire vite parce qu'on a déjà parlé beaucoup. Est-ce qu'il y a une chose, Anthony, dont tu aurais voulu parler qu'on n'a pas abordé? Pareil, Tino. Vas-y, Tino, je t'en prie, j'ai beaucoup parlé. Non, moi aussi. Non, je trouve qu'on a abordé un petit peu tous les sujets pour se préparer au mieux à 2026, qui va, à mon sens, être une année sur le marché des actions avec beaucoup de zigzags. Pour moi, on est en train de vivre là ces dernières semaines. Alors, je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sera diffusée, mais on est aux alentours du 5 décembre, du 4 décembre. Ce qu'on a vécu pour moi, notamment sur les marchés américains ces dernières semaines, ces derniers mois, va ressembler beaucoup à ce qu'on va vivre en une bonne partie de 2026, même peut-être au-delà, c'est-à-dire beaucoup de zigzags. Finalement, lorsqu'on prendra du recul, on se rendra compte que les marchés font plus grand-chose, et c'est tout à fait normal parce qu'ils digèrent des hausses spectaculaires.
Et donc, là où je veux en venir par rapport à l'or, c'est que du coup, pour moi, les investisseurs que nous sommes passionnés détestent avoir du cash. Donc, le cash, il faut l'investir. Du moins, il ne faut pas le garder trop longtemps, on n'aime pas trop ça. Le cash, il faut l'investir dans un monde qui, malgré tout, risque de garder un minimum d'inflation. Donc, si vous le gardez en cash, ben, vous perdez de l'argent, hein, mécaniquement. Donc, il faut l'investir. Et donc, quand effectivement le marché action ne fait plus grand-chose et qu'on se rend compte que le marché action ne fait plus grand-chose et que le potentiel n'est pas gigantesque, eh bien, on déverse les flux vers d'autres choses. Et potentiellement, dans ces autres choses, il y aura toujours les métaux précieux, les matières premières, etc., etc. Donc, je pense que, en effet, ça pourrait continuer en 2026 pour moi. Voilà. Donc, il faut suivre comme on a actuellement, c'est-à-dire les formations de figures de continuation. D'ailleurs, l'argent, lui, a déjà fait un nouveau plus haut ces derniers jours. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'argent, mais mais lui, par contre, il y est allé. Le palladium repart. Le platine, j'ai pas vu, mais je crois que ça repart un peu aussi. Bref. Voilà. Donc, ça, c'est peut-être des premiers signaux qui nous font dire que le gold pourrait lui aussi refaire un nouveau plus haut après avoir cassé sa figure de continuation, éventuellement par le haut. C'est ce qu'on va suivre fin 2025, surtout 2026. Voilà. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est à nos auditeurs, ne vous laissez pas submerger par vos émotions lorsqu'il s'agit de prendre des décisions liées à votre patrimoine, parce que c'est souvent là qu'on fait les plus grosses erreurs. J'en ai fait moi aussi de nombreuses. Donc, le mieux, c'est de rester rationnel, de ne pas baser ses convictions sur des rumeurs. Sincèrement, sur l'or, il y a déjà tellement de choses précises, factuelles, fondamentales sur lesquelles on peut s'appuyer pour prendre des décisions, notamment la décision d'en acheter ou pas, qu'on n'a pas besoin de s'inventer tout un tas de rumeurs. Parfois, j'entends des clients qui me parlent de refonte du système financier mondial avec des trucs quantiques, etc. On n'a pas besoin de s'inventer toutes ces choses-là pour être serein quand on investit dans l'or. Pareil, essayons de ne pas fantasmer une explosion du monde et une crise majeure. Personne n'a y gagné à rêver de ça. Et puis voilà, hein, accumuler de l'or. Essayer de voir aussi, de mon point de vue, quelque chose de très intéressant, c'est la paire or-BTC. Parce que nous, sur Cryptpool, on a l'avantage de la proposer justement avec le VRO, qui est un token adossé à de l'or physique et qui permet d'arbitrer son or contre du Bitcoin, notamment quand l'or est très haut et que le Bitcoin s'est pris moins 30% dans la gueule. Ça peut être intéressant de faire un arbitrage dans ce sens, et inversement quand le cycle est opposé. Et du coup, voilà. Ouais. Alors, moi, j'aimerais dire un truc, après, je vais rapidement. Pour parler de crise et en une minute, et ça, je parle de tactique pour l'année prochaine. On me demande très souvent, est-ce qu'il y a une crise, est-ce qu'il y a une bulle de l'IA? Je pense vraiment qu'il va y avoir un coup à jouer, parce qu'il y a, à un moment ou à un autre, l'IA et le secteur vont être en bulle. Et à un moment ou à un autre, beaucoup disent qu'on est en 1999 et qu'on va encore prendre 100% avant un effondrement. Ok. Donc, si ça se vérifie, qu'on n'est pas en bulle maintenant, mais qu'on le sera, qu'on va encore monter de 100% sur le secteur de l'IA, à ce moment-là, quand ça va s'effondrer, l'or va justement déclencher, à mon avis, sa phase ultime de hausse. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra être capable d'être réactif, de sortir une partie de son or-là pour la réinvestir dans les secteurs massacrés, parce que ça remonte toujours. Donc, pour boucler la boucle, non, il n'y a pas encore de bulle sur l'IA. Non, il n'y a pas encore de bulle sur l'or. Ça va se passer de manière très proche en termes de chronologie. Je vois les choses comme bulle de l'IA, effondrement, bulle de l'or. Et à ce moment-là, je pense qu'il faudra rebasculer. Mais c'est peut-être pas en 2026, peut-être que ce sera en 2027, etc. C'est mon pari. Voilà, les gars, j'ai été super content avec Tino de te recevoir, Anthony. On essaye de se recaler ça s'il y a une demande par rapport aux commentaires, si on voit que nos followers, etc., ont apprécié le format, bon, on se retrouvera avec grand plaisir, ok? Super. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, salut messieurs, à bientôt, j'espère. Salut. Ciao.